Ma femme a été très claire, je vais voir un autre homme. Si tu essaies de m'en empêcher, j'appelle la police et je dis que tu m'as fait du mal. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, le karma s'en est chargé. Tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible au début. Nous étions mariés depuis des années et, comme tous les couples, nous avions connu des hauts et des bas. Mais là, c'était différent. Sandy, ma femme, semblait distante d'une façon que je n'arrivais pas à définir. Nos conversations étaient devenues des monologues, et son rire, celui qui autrefois remplissait notre maison, avait laissé place à un silence pesant. Au départ, j'ai mis ça sur le compte du stress. Nous venions de traverser une période difficile après l'incendie qui avait détruit notre ancienne maison, et le fait de devoir emménager chez ma grand-mère n'était pas exactement le « nouveau départ » qu'elle imaginait. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui montrait clairement que ce n'était pas juste à cause de l'incendie. De petits signes ont commencé à s'accumuler. Elle rentrait tard du travail, prétextant des réunions qui n'avaient probablement jamais eu lieu. Son téléphone, qui traînait autrefois négligemment sur le plan de travail de la cuisine, était devenu une extension de sa main, l'écran toujours tourné vers l'extérieur, loin de mon regard. Puis il y a eu les soirs où elle oubliait, commodément, de porter son alliance. Elle disait qu'elle était pressée, ou que la bague ne lui allait plus. J'ai essayé d'ignorer. Vraiment. Je me répétais que tous les couples traversent des périodes creuses, et que celle-ci n'était qu'un passage à vide de plus qu'on surmonterait ensemble. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'étais le seul à essayer. Le point de rupture n'a même pas été quelque chose de dramatique. Il s'est produit dans les moments les plus simples. Un soir, je lui ai proposé de regarder une de ses émissions préférées avec moi, un de nos petits rituels. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre une équation de mathématiques avancée. Non, je suis fatigué, a-t-elle dit sans même lever les yeux de son téléphone. Plus tard dans la soirée, je l'ai vu rire en regardant son écran, totalement absorbé. Ce n'était pas le genre de rire qu'on a en voyant une vidéo drôle. C'était le genre de rire qu'on a quand on parle à quelqu'un qui nous fait nous sentir vivants. Ce rire-là m'a brisé. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus ignorer les signes. Elle s'éloignait de moi. Et il y avait quelqu'un d'autre. Il devait y avoir quelqu'un. J'ai essayé de me raisonner. De croire que j'exagérais. Mais la réalité me regardait droit dans les yeux, froide et implacable. Les petites piques. Le changement soudain dans sa façon de s'habiller. L'absence totale d'intimité. Tout menait à la même conclusion, elle n'était pas juste fatiguée d'être ma femme. Soit elle était déjà avec un autre homme, soit elle s'apprêtait à l'être. Je savais que je devais en parler. Mais comment commence-t-on une conversation pareille? Dis, tu me trompes? Ce n'est pas vraiment une phrase qu'on lâche au hasard pendant le dîner. Alors j'ai attendu. J'ai observé. J'ai commencé à remarquer des schémas. Comment elle se souvenait soudainement d'avoir des plans. Comment sa voix changeait de ton quand certains noms étaient prononcés. Elle n'était pas juste distante. Elle n'était plus là. Du moins, pas émotionnellement. C'était comme vivre avec une inconnue. Avec le recul, je crois qu'une partie de moi avait déjà accepté. Elle m'a facilité le travail en me traitant comme si je n'existais pas. Mais il y avait encore une part de moi qui s'accrochait à l'espoir. L'espoir que peut-être, avec du temps et de l'espace, elle reviendrait. C'était idiot, je sais. Mais quand on construit une vie avec quelqu'un, on n'abandonne pas si facilement. Tu te bats? Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Le plus dur n'était pas le doute en soi, c'était l'attente. Attendre de la prendre en flagrant délit de mensonge. Attendre qu'elle admette ce que je savais déjà. Attendre qu'elle se soucie, ne serait-ce qu'un peu, de cacher la vérité. J'avais l'impression de vivre avec une date limite. Comme si chaque interaction entre nous n'était qu'un pas de plus vers l'inévitable. Et, au fond, je crois qu'elle le savait aussi. La nuit où tout a basculé n'avait rien d'extraordinaire. Du moins, pas au premier abord. Je suis rentré du travail comme d'habitude. La maison était silencieuse. C'était l'hiver, donc il faisait déjà nuit quand je me suis garé dans l'allée. Et c'est là que j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Sa voiture n'était pas là. La lumière du porche était éteinte. Normalement, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais vu ce que nous traversions, ça m'a retourné l'estomac. Je suis rentré et j'ai appelé son nom. Pas de réponse. J'ai pensé qu'elle était peut-être sortie régler quelque chose rapidement ou voir une amie.
Mais en traversant les pièces, j'ai vu que la lumière de la chambre était allumée. Je suis monté à l'étage, et c'est là que je l'ai vue. Elle se tenait debout, devant la commode, en train de se maquiller. Elle ne portait pas un simple jean avec un sweat, comme elle le faisait habituellement pour sortir en mode décontracté. Non. Elle portait une robe noire. Toute nouvelle. Je ne l'avais jamais vue avant. Une robe courte, avec un décolleté à peine décent. Au sol, sur le tapis, ses talons les plus hauts. Les plus hauts que je l'ai jamais vue porter. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte quelques secondes, juste à l'observer. Elle ne m'a même pas remarqué au début, tellement elle était concentrée sur son rouge à lèvres. Un rouge vif, intense, qui la transformait en une toute autre femme. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une simple sortie. Elle se préparait pour quelqu'un. Délibérément. Ma poitrine s'est serrée. Mais je suis resté calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé d'explication. Je me suis contenté de demander. On sort quelque part ce soir? Sa main s'est figée en plein mouvement, le rouge à lèvres toujours contre ses lèvres. Elle m'a regardé à travers le miroir. Il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité dans son regard. Juste de l'agacement. Non, a-t-elle répondu sèchement. Moi, je sors. J'ai un rendez-vous. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je crois qu'elle s'attendait à une explosion. Une dispute. Des cris. Peut-être même des supplications. Mais je suis juste resté là, à la regarder. Tu m'as entendu? Lança-t-elle d'un ton tranchant. J'ai dit que j'ai un rendez-vous. Je vais sortir avec un autre homme. Mon cœur battait à toute vitesse, mais je me suis refusé à lui offrir le plaisir d'un scandale. Non, ai-je répondu, le ton ferme. Elle s'est retournée vers moi, visiblement agacée. Non, quoi? Tu ne vas pas à un rendez-vous, j'ai dit. Pas tant que nous vivons sous le même toit. Si tu veux voir un autre homme, très bien. Mais fais tes valises et trouve un autre endroit où loger. Une fois que tu seras parti, je demanderai le divorce. Et tu pourras faire ce que tu veux. Son rire était sec et amer. Je ne partirai pas, a-t-elle rétorqué. J'aime cette maison. Et quand elle sera à moi, je ferai ce que je veux avec. Et si tu continues à agir comme un idiot, je m'arrangerai pour récupérer la plus grosse part de l'argent quand on la vendra. J'ai pris une grande inspiration, m'accrochant au dernier brin de patience qu'il me restait. Rends-nous service à tous les deux, ai-je dit. Va chez tes parents jusqu'à ce que tout soit réglé. C'est toi qui veux partir, pas moi. Elle a croisé les bras, le visage affichant un air suffisant. Je reviens dans 30 minutes, a-t-elle dit. Et t'as intérêt à ne plus être là quand je reviens. Sinon j'appelle la police. Je dirai que tu m'as menacé. Peut-être même que tu m'as frappé. Elle a fait une pause pour que ses mots résonnent, puis a conclu d'un ton glacial. Tu sais comment ça marche. Ils te mettront en garde à vue pendant 48 heures. Et quand tu reviendras, j'aurai déjà changé les serrures. Une colère froide est montée en moi. Elle pensait vraiment pouvoir me manipuler comme ça? Tu fais une erreur, ai-je dit, d'une voix calme mais ferme. Tu crois pouvoir m'intimider, mais je ne vais nulle part. Elle a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers le miroir en marmonnant qu'elle devait retoucher son rouge à lèvres. Je suis sorti de la chambre, la tête en ébullition. Si elle pensait pouvoir me piétiner, elle se trompait lourdement. Mais je n'étais pas paniqué, j'étais concentré. Stratégique. Je connaissais son jeu. Et si elle voulait jouer sale, je pouvais m'adapter. Elle se croyait toute puissante, avec ses menaces, sa confiance arrogante, sa façon de parler comme si elle possédait déjà la maison, et ma vie. Ça a réveillé quelque chose en moi. Mais au lieu de perdre le contrôle, je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Je n'allais pas la laisser me détruire sans réagir. Je suis allé dans le garage et j'ai vu la batte de baseball en aluminium posée contre le mur. Celle que j'utilisais pour les matchs d'été avec les potes. Je l'ai prise. J'ai senti son poids dans ma main. Sa voiture était garée dans l'allée, comme si elle était prête à partir et me laisser derrière. Pas ce soir. Je me suis approché du véhicule et j'ai frappé fort. 4 bons coups. Les phares et les feux arrière ont volé en éclats. La voiture était inutilisable pour la soirée. Mais je n'en avais pas fini. Je connaissais ses habitudes.
Son sac était toujours posé sur le comptoir de la cuisine. Je suis rentré. Il était là exactement où je m'y attendais. J'ai ouvert le sac avec précaution, sans faire de désordre, et j'ai trouvé le téléphone. J'ai presque ri tellement c'était prévisible. Je suis retourné au garage, j'ai retiré la batterie et l'ai posée sur l'établi. Un coup de marteau bien placé, et le téléphone s'est brisé en 3 morceaux. Satisfait, j'ai remis les morceaux dans le sac sauf la batterie. Ce soir-là, elle n'allait appeler personne. Puis j'ai remarqué un petit paquet de préservatifs dans son sac. Pendant une seconde, j'ai envisagé de les percer avec une aiguille, juste par vengeance. Mais je me suis ravisé. Elle pourrait m'accuser de sabotage ou pire, d'un coup monté. Et je n'avais pas besoin de ce genre d'ennui. Quand elle est entrée dans la cuisine, elle était fin prête, robe noire, talons aiguilles, et ce rouge à lèvres ridicule. Elle m'a regardé avec un mélange d'agacement et de supériorité. Comme si elle avait déjà gagné ce jeu tordu qu'elle avait elle-même lancé. Dehors, a-t-elle dit, en pointant la porte, comme si j'étais un intrus. Je n'ai pas bougé. À la place, je me suis servi une tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir en buvant une gorgée tranquillement. Bonne chance pour ta soirée, ai-je dit, avec naturel. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que t'as fait? A-t-elle demandé d'une voix acérée. J'ai souri et pris une autre gorgée de café. Tu devrais aller jeter un œil à ta voiture. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol alors qu'elle quittait la cuisine, furieuse. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu les cris. Des cris de rage. Furieuse. Hors d'elle. Elle est rentrée dans la maison en claquant des talons, le visage déformé par la rage. Qu'est-ce que t'as foutu à ma voiture? A-t-elle hurlé. J'ai haussé les épaules, d'un ton léger, presque indifférent. Elle était garée dans la rue. N'importe quoi aurait pu arriver. Espèce de salaud. A-t-elle craché. Je vais juste l'appeler pour qu'il vienne me chercher. Vas-y, ai-je dit, en hochant la tête vers son sac. Tu vas avoir besoin de ton téléphone pour ça. Son visage s'est figé une seconde. Puis, d'un geste rapide, elle a sorti le portable de son sac. Mais quand elle a vu que l'appareil ne s'allumait pas, sa colère a atteint un tout autre niveau. T'as cassé mon téléphone. Je me suis adossé au mur, les bras croisés. Peut-être que tu devrais faire plus attention à tes affaires. À ce moment-là, elle tremblait presque de rage. Elle a enlevé ses talons, mis des baskets et a claqué la porte en sortant, persuadée sans doute qu'elle pourrait faire le tour du quartier et emprunter un téléphone à un voisin. Je l'ai regardée par la fenêtre, allant de porte en porte, de plus en plus frustrée à chaque « non » ou face aux portes qui ne s'ouvraient même pas. Quand elle est arrivée au bout de la rue, elle criait déjà. Pendant ce temps, je suis resté appuyé sur le comptoir de la cuisine, à siroter mon café tranquillement. J'ai attendu. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle trouve quelqu'un pour l'aider ou qu'elle finisse par appeler la police, désespérée. Dans tous les cas, j'étais prêt. Elle pensait contrôler la situation, mais avant la fin de la nuit, elle allait comprendre à quel point elle se trompait. Mais les choses ont pris une tournure bien différente et beaucoup plus rapide que ce que j'avais prévu. Alors que je prenais une autre gorgée de café, j'ai entendu les talons frapper le sol à l'étage. Puis, silence. C'était mon signal. Je devais voir ce qu'elle mijotait. J'ai jeté un œil par la fenêtre, juste à temps pour la voir se diriger vers le garage. Elle n'allait pas abandonner aussi facilement. Je connaissais Sandy. Impulsive, oui, mais prévisible. Elle avait compris que sa voiture était hors service, et avait sans doute deviné que mon suburban, la bête, comme elle l'appelait, était prêt à l'emploi, bien garé dans le garage. Ce qu'elle ignorait, c'est que plus tôt dans la journée, j'avais débranché l'ouverture automatique du garage. Je m'attendais à un coup comme celui-là. Je suis sorti discrètement et j'ai regardé par la porte latérale du garage. Elle était déjà au volant de la bête. Le moteur a rugi, un grondement puissant résonnant à travers la structure de bois. Pendant un instant, j'ai songé à l'arrêter. Mais j'ai décidé de la laisser creuser sa propre tombe. Elle a appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte, rien. Elle a réessayé. Son visage s'est tordu de frustration. Mais au lieu de s'arrêter et réfléchir, elle a fait la chose la plus Sandy possible. Elle a écrasé l'accélérateur. La bête a rugi comme un fauve, fonçant droit dans la porte du garage avec une force démente, faisant hurler le métal.
Le moteur de 454 chevaux était bien trop puissant pour cette vieille structure. Le son du métal qui se déchire et du bois qui craque a retenti, alors que la bête explosait littéralement la porte, emportant des morceaux comme s'il s'agissait de carton. Mais ce n'était pas le pire. Garée juste derrière la porte du garage, à l'endroit le plus mal choisi possible, une voiture de police. 2 agents venaient tout juste d'arriver, conséquence directe des menaces que Sandy avait faites plus tôt, « J'appelle la police si tu ne pars pas ». La bête a heurté de plein fouet l'avant de la voiture de patrouille, la poussant sur plusieurs mètres, écrasant le capot comme un accordéon. Un des agents venait juste d'ouvrir la portière côté conducteur au moment de l'impact. Elle a été projetée violemment, et le policier a perdu l'équilibre, tombant au sol. Son coéquipier, un rouquin que je reconnaissais vaguement du lycée, était déjà en mouvement. Avant même que Sandy ne réalise ce qu'elle venait de faire, il l'a tirée hors de la bête en la prenant par les cheveux. Au sol. Maintenant. A-t-il hurlé. Sa voix résonnait dans tout le quartier. Sandy hurlait des choses incompréhensibles, se débattant pendant qu'on la plaquait au sol. Elle ne résistait même pas vraiment. Elle pleurait et insultait, pendant que le policier lui passait les menottes. Pendant ce temps, je me suis précipité vers l'agent blessé. Son nez était visiblement cassé, du sang coulait sur son visage. Mais il était conscient. Ne bouge pas, lui ai-je dit, en soutenant sa tête pour stabiliser son cou. Les secours arrivent. Les 20 minutes suivantes furent un flou total, dans un chaos absolu. Les voisins jetaient des regards à travers les rideaux, certains plus téméraires sont même sortis sur le trottoir pour observer la scène. Les ambulances sont arrivées gyrophares allumés, suivies par plusieurs autres voitures de police. J'ai répondu aux questions des officiers tout en gardant un œil sur Sandy, désormais assise à l'arrière d'une autre voiture de police, menottée et en pleurs comme une gamine prise en flagrant délit de vol de bonbons. Quand tout s'est enfin calmé, Sandy a été emmenée à l'hôpital, avec l'ego en miettes, un torticolis à cause de l'airbag, et une jolie liste d'accusations à son actif. Conduite dangereuse. Destruction de biens. Agression sur un agent des forces de l'ordre avec un véhicule, pour commencer. Quant à moi, je suis resté debout devant la maison, regardant les restes de la bête être chargés sur une dépanneuse. J'aurais dû être furieux. Mais, honnêtement, je me sentais soulagé. Ce n'était pas juste une question de voiture ou de garage détruit. C'était enfin des preuves. Des preuves irréfutables que Sandy était sa propre ennemie. Après tant de menaces, de manipulations, et cette arrogance sans fin, elle avait enfin percuté un mur. Au sens propre. Et au figuré. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu respirer. Les jours suivants furent un tourbillon de dépositions à la police, de rendez-vous chez l'avocat et de coups de téléphone gênants d'amis communs qui avaient entendu parler du fiasco. Sandy, bien sûr, n'a pas tardé à aggraver encore son cas. Dès sa sortie sous caution, payée par ses parents, évidemment, elle a vidé presque tout notre compte commun. 9 000 $ envolés en un clin d'œil, me laissant à peine 1000. Mais je n'étais pas surpris. C'était juste un autre geste désespéré de quelqu'un qui croyait encore avoir le contrôle. Heureusement, mon avocat et moi avions une longueur d'avance. Des mois avant que tout ne s'effondre, je soupçonnais déjà que quelque chose de ce genre pourrait arriver. Alors, j'avais transféré la propriété de la maison à mes parents. Légalement, elle n'était même plus à mon nom. Je savais que Sandy réclamerait la moitié de tout et je n'allais pas lui rendre la tâche facile. Elle n'avait aucune idée du piège dans lequel elle s'apprêtait à tomber. Lors de notre première réunion officielle, Sandy est arrivée avec son avocat. Un type glissant, front dégarni, costume bon marché, avec une tête de gars persuadé que la victoire serait facile. Ils n'ont pas perdu de temps. Elle veut la maison ou la moitié de sa valeur, a commencé l'avocat, avec un petit sourire prétentieux, en poussant une pile de documents sur la table. Nous demandons aussi tous les meubles neufs, les électroménagers et une part de l'assurance liée à l'incendie. J'ai regardé mon avocat. Il n'a même pas sourcillé. Avec un calme absolu, il a sorti un document de sa mallette et l'a posé sur la table. La maison n'est pas un bien matrimonial, a-t-il expliqué. Elle appartient au père de mon client. Sandy n'a aucun droit légal dessus. Le visage de Sandy est devenu livide. À cet instant, elle a compris que la partie était finie. Une fois que la poussière est retombée et que l'encre a séché sur les papiers du divorce, j'ai enfin pu respirer vraiment. C'était étrange au début. Comme si j'entrais dans la vie de quelqu'un d'autre. Pendant des années, ma routine,
mes pensées, même mon bonheur, tournaient autour de Sandy et de notre mariage. Et là, elle n'était tout simplement plus là. La maison est devenue silencieuse. Mais ce n'était pas un silence pesant, c'était un silence apaisant. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pouvais me concentrer sur moi. J'ai passé les premiers mois à reconstruire ma vie. J'ai réparé certaines parties de la maison, repris contact avec de vieux amis, redécouvert des passions que j'avais mises de côté depuis des années. Ce n'était pas pour me distraire. C'était un processus pour retrouver la personne que j'étais avant que tout ne s'écroule. Une des premières choses que j'ai recommencé, c'était de retourner au stand de tir, une activité qui m'avait toujours apporté du plaisir, mais que j'avais abandonnée pendant les dernières années du mariage. Et c'est là que j'ai revu la sergente Sweet, la même policière rousse qui avait traîné Sandy hors de la bête ce soir-là. Cette fois, elle portait un jean et un t-shirt, bien loin de l'image sérieuse en uniforme que j'avais en mémoire. On a discuté un peu. J'ai découvert qu'elle sortait elle aussi d'un divorce. Un processus difficile, bien que moins explosif que le mien. De fil en aiguille, je l'ai invitée à sortir. À ma grande surprise, elle a accepté. Notre premier rendez-vous était unique. Je suis arrivé avec mon plus beau costume, peut-être un peu trop, mais elle avait l'air d'apprécier l'effort. Et dès le début de la soirée, elle a été directe. Je ne suis pas là pour les jeux. Ni pour le drama. Honnêtement? Moi non plus. 9 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Et je peux le dire sincèrement, ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est ma partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, nous avons construit une vie fondée sur le respect mutuel et la confiance, deux choses qui avaient cruellement manqué dans mon mariage précédent. Quant à Sandy, j'entends parfois parler d'elle par des connaissances communes. Elle s'est mariée 2 fois après moi. D'après ce qu'on m'a dit, son deuxième mari semble réussir à la gérer. Eh bien, bonne chance à lui, j'imagine. Je ne lui en veux pas. Il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais j'ai compris que garder de la rancune ne faisait que me rattacher au passé. Aujourd'hui, ma vie est simple. Et épanouissante. Récemment, ma femme et moi avons célébré nos 25 ans de mariage avec une croisière fluviale à travers l'Europe, un rêve qu'elle chérissait depuis toujours. Nos enfants sont adultes maintenant, chacun suivant sa propre voie, et je ne pourrais pas être plus fier. La semaine dernière, nous avons offert l'ancienne maison de ma grand-mère, celle-là même où tout a commencé, comme cadeau de mariage à notre fille. C'était symbolique. Une vraie boucle bouclée. Cette maison avait été le théâtre de tant de douleurs et de transitions. Et aujourd'hui, elle marque le début d'un nouveau chapitre pour elle. Il m'arrive de repenser à ces jours chaotiques avec Sandy. Pas avec regret. Mais avec gratitude. Ils m'ont beaucoup appris sur moi-même. Sur ce que je suis capable d'endurer. Et sur ce qui compte vraiment. La vie ne suit pas toujours le plan qu'on avait imaginé. Mais parfois, ce sont justement les détours inattendus qui nous mènent là où on devait vraiment être. Et d'où je suis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu. Je ne changerai rien. Commentaire Monsieur Reddit. Il y a des gens qui entrent dans votre vie comme des ouragans, et d'autres comme un port calme après la tempête. Sandy croyait avoir gagné et pourtant, c'est lui qui a tout reconstruit. En paix, en amour, et avec une batte de baseball bien placée au bon moment. Voilà ce qu'on appelle une vraie justice poétique.